Je vois qu'il y en a quelques-uns qui partent, vous avez bien sûr le droit, mais il y en a peut-être quelques autres qui veulent poser des questions, voire faire des remarques. Il y a un monsieur en face qui me demande le micro, je vais lui donner. Oui, vous parlez de démocratie, de respecter la démocratie. Rien, rien, rien dans tout ce qui est mis en place n'a de base démocratique, si ce n'est ce qu'en dit le principal pilier du monde libre et démocratique, qui est la presse libre, de ce monde, et qui supporte ce monde libre. Rien n'est démocratique. Aucun des traités n'a été fait démocratiquement. Aucun des traités européens. Nous sommes aujourd'hui dans une réelle dictature financière. Une réelle dictature financière. Aujourd'hui, le seul projet que nous propose la presse libre, c'est de suivre les partis d'extrême droite. C'est les seuls partis que nous n'avons pas essayé, comme s'il n'y avait jamais eu de dictature en Europe, comme s'ils n'avaient jamais eu de passé, ces gens-là. Eh bien, aujourd'hui, on nous propose que cela. Donc, quand on dit il faut rester dans la démocratie, il faut respecter tout ce qui a été fait, tous ces traités antidémocratiques, puisque nous les avons refusés, on nous les a imposés quand même. Donc, où est la démocratie? Sur les banques, par exemple, on prend la BNP, qui n'a jamais été une banque privée, qui a toujours été une banque publique, qui a été mise en place pour collecter l'argent des Français, pour relancer l'économie. C'est comme ça qu'elle a été mise en place. En 1993, M. Balladur demande à son ministre de l'économie, M. Sarkozy, aidé de son directeur de cabinet, l'éminent M. Jean-Marie Messier, de privatiser cette BNP. Qu'est-ce qu'ils font? Ils l'offrent à leurs potes en inventant un truc génial qu'on appelle le noyau dur pour garantir le bon fonctionnement de l'affaire. Donc, grâce à ça, ils offrent la BNP à leurs potes. Ils l'achètent une poignée de cerises et depuis, avec cette banque, ils ont saigné les Français. Ils ont y compris, parce que là, ce n'est pas une menace de piller les assurances-vie. Ils l'ont fait. Moi, ils me l'ont fait. J'avais juste une assurance-vie à la BNP. Ils m'ont obligé à placer à la bourse 7 000 € d'argent qu'ils m'avaient piqué de ce que je mettais tous les mois sur mon assurance-vie. Et quand je suis allé leur demander, il n'en restait plus que 4 000. Et ils ont en plus eu le culot de me demander 500 € de frais de gestion. Voilà. Et donc, ils l'ont fait, sans attendre qu'on annule la dette. Et qu'est-ce qu'ils font de plus? Ils nous disent à nous, tous citoyens, vous devez acheter votre baraque, parce qu'une France de propriétaires, une Europe de propriétaires, c'est une Europe qui est prise par les couilles. Et c'est ce qu'ils nous font avec les dettes nationales. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut s'emparer des moyens de production et d'échange. Et on a les moyens, on n'est pas obligé de la rembourser, la BNP. Ils se sont payés, mais très largement sur la dette. On peut leur rendre Paribas et on peut reprendre la BNP et les autres banques sans rien leur refiler. Et là aussi, on a une partie de la dette et une partie de la dette ailleurs dans le monde qui va vraiment s'annuler. Mais on peut imaginer, alors effectivement c'est facile de le dire tout seul dans une salle comme ça et dire Yakia Faucon, mais je pense que ça, il faut qu'on le dise aussi, qu'on le mette aussi sur la table. C'est pas une fatalité, on n'est pas obligé, c'est pas parce que c'était les potes de Balladur, de Sarkozy, qu'ils ont mérité la BNP. Voilà, c'est pas une fatalité. Je pense qu'il faut qu'on se le dise et qu'on se dise qu'on peut résister autrement qu'en appliquant leurs fausses règles démocratiques parce qu'ils ne sont pas démocrates. Et pas du tout. Ah ouais, non, je vais juste essayer de poser une question. En fait, moi, j'aurais voulu essayer d'élargir un petit peu le débat, même si je sais qu'il est déjà un peu tard. Et je voulais en fait simplement poser la question vis-à-vis des initiatives qui ont été lancées depuis 2014 par les pays des BRICS, c'est-à-dire c'est le Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, avec notamment la création de la nouvelle banque de développement et plus récemment la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Ce que je pense qui est vraiment important aussi par rapport au débat de ce soir, c'est l'aspect où ces banques elles sont fondées avec l'idée d'aller financer le développement. C'est-à-dire c'est plus quelque chose qui voilà, va être de l'argent ou des dettes qui vont être créées comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale l'ont fait. Et c'est vraiment cette intention-là qui est derrière les projets en fait, de ces pays, des BRICS. Et je voulais savoir notamment spécifiquement vis-à-vis de la Grèce et de Syriza, quelle stratégie il y avait vis-à-vis de ça et plus généralement ce que vous en pensez par rapport à notre responsabilité en Europe à réagir à cette proposition, à ces initiatives
pour créer un nouveau système financier et monétaire international. Merci. Qui veut répondre? Je vais répondre. Le problème actuel en Europe, c'est un problème européen. N'est pas un problème grec, n'est pas un problème italien, n'est pas un problème espagnol. Il faut que ça soit traité au niveau européen. L'austérité. D'autre côté, la Grèce, tu as dit par rapport à Syriza. La Grèce maintenant n'est plus un pays qui on dicte quelle politique doit faire. Bien sûr, comme nous appartenons dans une union monétaire, nous avons pris des engagements, nous avons aussi des droits. Et nous avons des droits de faire les alliances, de passer les alliances commerciaux avec chaque pays qu'on veut. Dans ce cadre-là, on est prêt à passer des alliances, des accords commerciaux avec la Russie. Et on voit en grande partie de l'oligarchie de Bruxelles qui s'indigne, qui disent que ça ne rentre pas dans la solidarité du peuple d'Europe. Il est où la solidarité du peuple d'Europe quand tous les États fonctionnent en concurrence, l'un contre l'autre? On va passer un accord pour un viaduc, un gazoduc qui va passer de la Turquie et il va passer de l'État grec pour remonter l'Autriche. Et c'est un accord qui, pour la première fois après longtemps, est très bénéfique pour la Grèce. Parce qu'on ne passe pas, on passe cet accord dans l'intérêt du peuple grec. Ça qui n'était pas le cas avant. Il y a l'Allemagne à ce moment qui ne veut pas attendre cet accord. Par contre, les Allemands, ils ont déjà des accords énergétiques avec la Russie. Il y a déjà un gazoduc du Nord qui va de la Russie en Allemagne et après dans toute l'Europe. Donc moi j'appelle ça le monopole. Voilà, il est où l'Europe de solidarité? En réalité, nous sommes devant une Europe de l'oligarchie allemande, pas des peuples allemands, parce que les peuples allemands souffrent aussi. Donc, voilà. Après, avec les BRICS, il y a bien sûr des accords commerciaux. Parce que la Grèce ne veut pas être le pays qui ne peut pas finalement. Maintenant, il y a un embargo sur la Russie. Nous, on dit que nous ne sommes pas en accord avec cet embargo. Cet embargo cause des dommages de plusieurs milliards d'euros sur notre économie chaque jour, parce qu'on ne peut pas exporter les produits agricoles dans la Russie. Finalement, il y a une solution qui va être trouvée sur cette situation, mais on ne peut pas mettre un pays seul, surtout un petit pays, en cause cet embargo. Il faut les rapports de force. Oui, je voulais savoir comment se manifestait le soutien de la population grecque au gouvernement et comment les partis de gauche ou Syriza, quels étaient les rapports entre Syriza et le gouvernement, les débats, et comment la population pouvait participer à l'élaboration de la politique du gouvernement. Dès que ce gouvernement a été élu, d'abord, il a fait les choix clairs et le peuple a montré qu'il soutient le gouvernement dans les négociations. Donc, il y avait 80% des populations qui soutenaient ce gouvernement de négociation. Maintenant,
selon les sondages, sont à peu près de 60. Mais ça, c'est normal quand le temps passe. On a vu que le peuple a plusieurs fois sorti dans les rues d'une manière spontanément pour soutenir le gouvernement, pour soutenir le gouvernement dans cette négociation. Et il n'y avait pas que les peuples qui ont voté Syriza. Bon, par contre, malheureusement, on a vu un parti communiste grec qui c'est le dernier parti communiste en Europe qui reste en direction, on pourrait dire, stalinienne, et qui ne soutient pas ne soutient pas le gouvernement grec, et il a déclaré qu'il ne soutiendra pas le gouvernement Syriza, même si on va en rupture, parce que bon, le Parti communiste grec prend la sortie de l'Union européenne, la sortie pas seulement de la monnaie commune, mais la sortie de l'Europe. Et même si on va en rupture, il ne soutiendra pas. Quand on vote les lois pour les applications, pour la restauration des conventions collectives, quand on vote les lois pour le rétablissement du salaire minimum, quand on vote les lois sociaux, là, les partis communistes grecs votent contre. Donc, bon, on est dans une absurdité qui est... Je propose qu'on arrête sur ce sujet. Je vais vous demander à tous... Oui. Oui. Si on parle. On parle dans notre programme, mais il y a des priorités. Non, mais c'est pas la peine de vous indigner parce que nous sommes du même côté. Bon, on n'est pas dans une période pré-révolutionnaire, ni pas du tout. Pour couper les têtes des prêtres. Mais l'Église grecque, comme il a vu qu'il a senti la rage du peuple, bon, l'archevêque grec a fait un geste de mettre en disposition d'État la propriété de l'Église pour des matières, voilà, de le mettre en disposition de l'État. Après, on ne peut pas ouvrir plusieurs fronts en même temps. La dernière fois, il y a un autre camarade qui m'avait demandé, oui, qu'est-ce qui se passe avec l'OTAN? Donc, on va ouvrir un front avec l'Union européenne, en même temps, avec l'OTAN, avec l'Église, avec... je crois qu'on comprend qu'est-ce qui se passe à ce moment en Grèce et les batailles qui mène ce gouvernement, prise à la gorge, avec un couteau à la gorge, l'asphyxie financière par une oligarchie financière européenne, là on peut comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ne prend pas des autres mesures qui est dans le programme de Syriza. Mais il y a le programme en court terme, en long terme, moyen terme et au long terme. Et ça, c'est le programme de Thessalonique. Le gouvernement a commencé déjà à appliquer ce programme, même si ce n'est pas avec la vitesse qu'on voulait. Ils essayent de nous mettre des contraintes, ils essayent de nous diviser et finalement de nous mettre dans un impasse. Et qui disait, soit vous sortirez de l'euro, soit vous capitulez. Il n'y a pas de place en Europe pour faire la politique sociale.
Eh bien non, nous on dit que dans les réponses à l'intérieur ou à l'extérieur de l'euro, on dit que les riches payent. Voilà, c'est notre réponse, et c'est la réponse qui effraie les capitalistes. C'est une réponse sociale, c'est une réponse internationaliste. Et plutôt que faire, si on veut choisir, on ne veut pas choisir entre une dévaluation interne ou entre une dévaluation monétaire, si on sort de l'euro. On veut que les riches et eux qui sont responsables de cette crise, ils payent. Et là, on a commencé, et ils sont déjà, la liste Falciani, ils sont des oligarques qui sont dans la liste Falciani, ils sont déjà invités à la caisse. Merci. Bon, alors, on a bien compris qu'il y avait une sur les stratégie. banques, parce que je voulais juste dire la même chose que mon collègue, mon ami Vangelis. Nous aussi, nous sommes indignés. Nous sommes indignés ensemble. Et d'ailleurs, le Podemos est bien une des conséquences du mouvement des indignés en Espagne. Et nous sommes indignés contre toutes ces injustices et contre le déni de démocratie. Oui. Le slogan principal du mouvement des indignés, c'est « Ils ne nous représentent pas », c'est-à-dire tous ces gens qui font semblant d'être des représentants démocratiques, mais qui sont en fait au service d'une oligarchie, d'un certain nombre de pouvoirs occultes, ne nous représentent pas. La question se pose d'autant plus aujourd'hui, par exemple, que, on parlait d'élargir, le TTIP ou TAFTA, qui est négocié dans le plus grand secret, est un véritable coup d'État qui s'organise contre toute possibilité démocratique en Europe. Toutefois, les représentants politiques élus sont en capacité d'agir, même en Europe, même avec tous ces traités. C'est une question de rapport de force, ce n'est pas simplement de qui est élu à un moment donné au gouvernement, mais aussi du mouvement populaire. Et là où va le mouvement populaire, là où vont les rapports de force, c'est là où nous pouvons aller. Podemos ne parle pas de nationalisation, nous parlons de déprivatisation. Donc, c'est-à-dire partant du principe qu'un certain nombre de choses font partie du bien public et de l'action publique et ne devraient pas être entre les mains du privé. Maintenant, jusqu'où on pourra aller, jusqu'où on pourra défier un certain nombre de règles pour les changer, ça dépend aussi du rapport de force. Donc, c'est un mouvement naissant, mais ce mouvement naissant, nous l'inscrivons aussi dans l'Europe. C'est-à-dire, nous considérons que non seulement le problème de l'austérité est un problème européen, mais que nous avons besoin de solidarité et de construction européenne populaire. Et nous sommes inquiets du risque d'effondrement de l'Union européenne à cause de ces politiques-là, à cause du déni de démocratie. Mais le retour aux États-nations qui font leur vie comme avant dans le contexte d'aujourd'hui nous paraît quelque chose qui va coûter très cher au peuple. Voilà. Merci. Bon, ça sera la dernière question. Je vais passer le micro parce que après j'ai demandé à chacun d'entre vous de bien vouloir faire 2 mots de conclusion. Et c'est d'attraper. Oui, au travers de ce qui vient d'être dit, il y a quand même une chose, à mon avis, qui peut bousculer la donne dans les années qui viennent. C'est cette information qui est tombée cet été que finalement la Chine devenait la première puissance économique mondiale. Derrière tout ça, il y a effectivement toutes ces ententes autour de cette banque d'investissement. Et je pense que finalement, le rapport de force peut bouger beaucoup si finalement on est confronté en définitive à une situation où on peut aboutir à un partage du monde. Parce que finalement, on peut comprendre notamment que le TAFTA, probablement, est un des éléments qui est en cours de négociation, parce qu'il s'agit à un moment donné d'arrimer fortement l'Europe aux États-Unis, pour que dans le cadre de ce rapport de force, effectivement, on puisse damer le pion à l'accord probable et nécessaire probablement pour eux entre la Chine et la Russie. C'est-à-dire, je pense qu'on ne peut pas raisonner les problèmes de l'Europe dans la période qui vient sans avoir quelque part une réflexion sur cette probabilité. Bon, alors, dans l'ordre que vous voulez, vous avez 1 minute chacun pour, non pas conclure, hein, mais pour terminer cette réunion. Oui, enfin simplement un mot de conclusion. Pour ce qui me concerne, moi je partage ce qui vient d'être dit en particulier par mon voisin. Je pense qu'on est à un moment assez crucial
de l'histoire de la construction européenne, où le risque d'effondrement est sérieux et aurait des conséquences très graves. Je pense qu'en particulier la question grecque est dans l'immédiat une question décisive pour l'avenir de l'Europe. Il n'y a pas très longtemps, enfin on n'a pas beaucoup de temps pour peser, mais on doit pouvoir peser dans un monde où la gauche est théoriquement au pouvoir en France, la gauche est théoriquement au pouvoir en Italie, la gauche partage le pouvoir en Allemagne, les 3 principaux pays de la zone euro, et on ne pourrait pas sortir de la situation grecque en particulier autrement que dans l'alternative qui a été décrite précédemment entre capituler et mettre en œuvre le programme tel qu'il existait avant, ou pousser la Grèce dehors avec tous les risques à la fois économiques et géopolitiques que ça pose pour le futur de l'Europe. Ça me paraît pas possible. Donc je sais que Rennes est une grande ville socialiste dans une région socialiste. Il faut vraiment aller voir les élus de ce parti en particulier pour demander des comptes sur ce qui se fait sur la question grecque et sur la question de la dette en Europe plus généralement et des pays du Sud. Comment ça se fait qu'il soit pas possible, qu'il soit même pas essayé de réorienter la construction européenne dans le contexte relativement favorable du rapport de force tel qu'il est aujourd'hui en Europe pour la gauche classique en tout cas. Bien. En Espagne, 2015 est une année électorale extrêmement importante. Elle a commencé par les élections andalouses qui ont été anticipées par le Parti socialiste au pouvoir depuis 30 ans en Andalousie pour empêcher Podemos de gagner en prenant Podemos à contre-pied, puisque le parti Podemos se construit en ce moment même et n'a pas encore l'irrigation nécessaire. À la fin du mois de mai auront lieu des élections municipales où Podemos ne se présente pas en tant que tel, puisque le parti est trop jeune pour garantir toutes les listes dans toutes les municipalités, mais fait partie de coalitions importantes avec des enjeux très importants à observer, notamment la municipale à Madrid et à Barcelone, où il s'agit de mettre dehors des pouvoirs, dans un cas nationaliste catalan, dans l'autre PP, qui sont des pouvoirs corrompus et qui ont une politique urbaine et sociale extrêmement agressive contre la population. Il y a des élections régionales dans plusieurs régions importantes, notamment la région de Madrid, pas au Pays Basque, en Catalogne ni en Andalousie, mais ces élections du mois de mai vont être une étape importante dans le changement. Les élections générales, comme on les appelle en Espagne, c'est-à-dire les législatives, auront lieu normalement en novembre. Elles seront peut-être anticipées en fonction des résultats des élections de mai par le PP, de manière à essayer de se donner des chances de gagner. Dans toute cette période-là, le bipartidisme espagnol s'est effondré. Il a définitivement disparu. Ça ne fait pas de Podemos le parti qui va gagner les élections et prendre le gouvernement tout de suite. Il va y avoir un certain nombre d'étapes importantes, mais c'est une grande avancée qui est due à la mobilisation populaire et à la capacité qu'a gagné le peuple espagnol, notamment sa jeunesse qui s'est beaucoup politisée à travers le mouvement des indignés, pour se poser des objectifs ambitieux et ne plus laisser faire une telle dégradation. Sachez qu'une contribution possible est d'aider à informer les Espagnols en France de leur droit de vote. Pour les élections de mai, c'est trop tard, puisque le gouvernement socialiste et le PP, il y a quelques années, s'étaient mis d'accord pour rendre impossible pratiquement le vote des Espagnols à l'étranger, en supprimant le système classique de vote par procuration ou par correspondance, et en obligeant tout Espagnol résidant à l'étranger, qu'il soit temporaire ou permanent, à demander à l'avance l'exercice de son droit de voter pour pouvoir voter ensuite. Comme personne ne le sait et que c'est de plus en plus caché aux Espagnols eux-mêmes, par exemple, pour voter pour le 24 mai, il fallait, avant le 25 avril, dire au consulat, voire même aller au consulat, demander à pouvoir exercer son droit de vote pour pouvoir ensuite l'exercer un mois après. Ça va être la même chose pour les élections générales lorsqu'elles se produiront. Et je fais un appel à ce que toutes les organisations puissent relayer cet élément important. Je vous donne un seul indicateur. Le vote des Espagnols à l'étranger en Andalousie est passé de, en gros, 20-25% de participation à 3% à cause de ce système. Mais 30% des Espagnols de l'étranger ont voté pour Podemos,
Donc, après ce résultat, les obstacles qui vont être posés aux Espagnols à l'étranger pour voter vont être de plus en plus forts, et la contribution qu'on peut, modeste au changement en Espagne, est d'informer, de mobiliser les personnes espagnoles résidentes où qu'elles soient, de manière à ce qu'elles ne soient pas privées de leur droit de vote. Merci. Bon, Syriza est prise dans cette bras de fer avec la oligarchie des finances depuis le moment qui a été élu. Et le seul moyen pour ici en France que les gens pratiquent la solidarité, font voir la solidarité avec la Grèce, c'est de se battre ici aussi contre les mesures d'austérité que le gouvernement ici veut appliquer. Et moi, si je vois, ça me semble que nous sommes ici à la situation grecque avec une différence de 3-4 ans, les mêmes mesures, loi Macron, augmentation de TVA. Ce n'est pas par hasard la loi Macron, parce que d'abord on attaque les droits de travail. Et c'est peut-être l'ère qu'on contre-attaque, c'est peut-être l'ère qu'on passe, nous, à l'offensive. Et comme disait Gramsci, les hémonies prennent sa source à l'usine. Et donc, il faut sortir dans la rue, il faut revendiquer des choses. Par exemple, il y a une campagne maintenant, il y a une campagne de CGT, par exemple, sur le 35 heures, sur le 32 heures. Oui, on peut le faire. Réduction du temps de travail pour travailler moins, pour travailler mieux, pour travailler plus tous, qu'on travaille tous. Et enfin, passer dans d'autres formes de travail. On a commencé en Grèce à le faire, et ce gouvernement va soutenir cette forme, d'autres formes de travail, d'autogestion, de coopératives sociales, les formes fondées sur les solidarités et non pas sur les profits, fondées sur les besoins sociaux, en abolissant la précarité. Donc, la Grèce a fait, il faut soutenir la Grèce à ce moment et aller vers quelque chose ici, une réponse unitaire. La seule réponse qu'on peut avoir ici en France, c'est une réponse unitaire contre cette attaque. Parce que nous sommes devant aussi une attaque sans précédent. Donc, il faut qu'on laisse à part les égoïsmes. Des fois aussi, dans notre rapport de chaque jour aussi, avec des partis politiques, des syndicats, il y a un fort mouvement social, ça commence à ce moment de se développer en France aussi. On a vu en Italie qu'il y a un mouvement social, mais n'a pas débouché sur une solution politique. La seule solution, c'est que les mouvements sociaux en France, en Italie et partout en Europe débouchent sur une solution politique, même peut-être pas copier le modèle Syriza, mais trouver chacun son propre modèle. Merci. Merci. Moi, je ferai une première remarque, contrairement à ce que j'ai entendu, je connais, à part en Grèce, je ne connais pas de pays en Europe où la gauche est au pouvoir. On l'aurait remarqué. Et bon, pour l'instant, on ne peut pas les qualifier vraiment de gauche. Alors, le mot gauche ne veut pas dire grand-chose. Non, je crois qu'aujourd'hui, la réponse, elle vient de nous aussi. C'est-à-dire qu'il nous appartient de développer des initiatives d'audit pour qu'on prenne en main nos affaires. On n'est pas plus bête que d'autres. On est capable de comprendre d'où vient l'argent, où il va, à quoi il a servi. Est-ce que ça a été fait dans des conditions normales ou pas normales? On peut examiner les tenants et aboutissants de la dette dans notre pays, y compris la contester. Mais quand j'ai dit qui dit dette dit créancier, les créanciers sont très souvent des banques, des assurances, des institutions. Pour ce qui est des banques et des assurances,
Je pense qu'il faut commencer par nationaliser et les mettre sous contrôle citoyen, ce que j'ai dit tout à l'heure. De fait, sans annuler la dette, on ne va pas se payer des intérêts à soi-même. Les choses deviennent plus faciles à négocier. Moi, je crois que dans la période qui vient immédiate, on a des choses, c'est de réussir le 1er mai, que vraiment ce 1er mai soit internationaliste, parce que ce soir, on a montré qu'il y a de l'espoir en Europe, mais il y a l'espoir aussi dans les pays du Sud, il y a des bagarres qui se mènent aussi en Afrique, en Amérique latine, un peu partout dans le monde. Je crois qu'on peut reproduire le 1er mai, c'est le moment ou jamais d'avoir des pratiques internationalistes. Une des pratiques internationalistes qu'on peut avoir chez nous, c'est de contester les créances que la France détient envers des pays du Sud. La France est créancière à des prêts bilatéraux, a fait des prêts bilatéraux à des pays du Sud qui en bavent des ronds de chapeau, alors que ce sont nos propres grandes entreprises qui vont piller les ressources de ces pays-là. Donc moi je crois qu'on peut faire quelque chose autour de ces questions-là. C'est vrai que dans les luttes, on peut soutenir le peuple grec, les peuples espagnols aussi. Ça va être vraiment une question dans les mois qui viennent, qui va se poser très concrètement. Il y a des soutiens pratiques comme informer la communauté espagnole de leur droit de vote et des démarches qu'ils doivent faire. Ce serait bien que vous nous envoyiez une fiche là-dessus pour qu'on puisse faire circuler dans la communauté espagnole. Et quant à la Grèce, bon, on continue le combat parce que pour nous, on a intérêt à ce que les Grecs ne perdent pas. S'ils perdent, beaucoup vont dire Thatcher avait raison, il n'y a pas d'alternative. Et je crois que nous, on veut construire une alternative, et on pense que c'est non seulement possible, mais nécessaire. Donc je terminerai sur les 2 rendez-vous que j'ai donnés. 1er mai, 10h30, place de la mairie à Rennes. À Saint-Malo, c'est à Rocabé, non? Porte Saint-Vincent, 10h30 également. Et ici à Rennes, on a une initiative le 19 mai à 20h pour la projection du film La Tourmente grecque à la MJC Bricny. Et il y a d'autres initiatives qui sont en préparation, on vous tiendra au courant. Et je vous remercie. Et n'oubliez pas, le petit fascicule, maintenant que vous êtes moins nombreux, c'est 10 € pièce. Hein, Voilà. Et pour ceux qui ne veulent pas acheter, il y a une cagnotte. Vous pouvez aussi mettre 1 € ou 2 en passant. Merci. Voilà. Bonne soirée. Bonne fin de soirée. Et à bientôt. À bientôt.